Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Maria-Louisa Romano, chef de l'action éducative, citoyenne et culturelle au Musée McCord. Et au nom de l'équipe du musée et de celle d'Héritage Montréal, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de la série Échanges urbains. Encore une fois, on vous accueille en mode virtuel pour ce troisième échange de la saison 2020-2021 des échanges urbains qui se tient habituellement au Musée McCord en plein cœur du centre-ville de Montréal. Avant toute chose, je voudrais reconnaître que le Musée McCord est situé sur un territoire autochtone non cédé par voie de traité et que la nation Guignenguiaga possède un attachement historique à ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Ce territoire demeure un lieu de rassemblement pour de nombreuses nations autochtones, comme il l'était pour leurs ancêtres. Nous leur rendons hommage ainsi qu'aux membres d'autres communautés qui pourraient être avec nous aujourd'hui, virtuellement. J'en profite d'ailleurs pour souligner que le prochain échange urbain qu'on présentera le 5 mai prochain portera justement sur la question de l'intégration de perspectives autochtones et la reconnaissance de la présence autochtone à Montréal dans la conception des projets d'aménagement urbain. Donc, c'est un autre rendez-vous. Aujourd'hui, la discussion porte quant à elle sur le sujet suivant, intervenir aujourd'hui sur le bâti existant, rupture, contraste ou continuité. Donc, trois invités discuteront donc de la conciliation entre, d'une part, l'identité et la valeur patrimoniale d'un bâtiment et de l'autre, les nouveaux besoins et les interventions architecturales contemporaines. Dino Bombaro, directeur des politiques à Héritage Montréal, va animer la discussion et la période de questions avec le public. Et nos trois invités, je vous les présente maintenant. Il s'agit de Marie Lessard, professeure émérite à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, qui a développé une grande expertise en évaluation de projets d'architecture et d'urbanisme et qui est membre du comité d'aménagement et de patrimoine d'Héritage Montréal. Gilles Saucier, architecte et fondateur de la firme Saucier Perrotte, architecte et récipiendaire, entre autres, du prix du Québec Ernest Cormier dans le domaine de l'architecture et du design. Et enfin, Jonathan Tcha, urbaniste, urbanologue et architecte paysagiste qui occupe le poste de conseiller principal en aménagement pour la Société du Parc Jean-Drapeau, où il contribue à la réalisation du plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement 2020-2030. Donc, pour poser vos questions, on vous encourage à le faire en utilisant soit la fonction questions-réponses ou Q&A dans l'application Zoom, ou sinon par la page Facebook du Musée McCord ou d'Héritage Montréal, et on va essayer de répondre au plus de questions possibles d'ici la fin de la discussion. Please note that today's conference is in French, mais les questions peuvent être posées en anglais, so question can be asked also in English. Je passe donc maintenant le micro à Dino et je vous souhaite une bonne discussion à tous. Et je remercie nos invités. Bonne journée. Merci Maria-Louisa, merci McCord, merci l'équipe d'Héritage Montréal. Et je remercie également nos trois intervenants, Marie Lessard, Gilles Saucier et Jonathan Tcha. La discussion qu'on propose aujourd'hui pourrait se tenir dans une école, un institut d'histoire de l'art, tant elle peut avoir des dimensions raffinées, mais peut-être revenir sur un petit anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du ministère de la Culture au Québec. Hein. On lisait ça dans le journal récemment. Il y a un texte par Claude Trudel qui en donne un peu la généalogie et l'historique. Et en ce 24 mars, le ministère naissait. C'est un projet de la Révolution tranquille, de modernisation de l'État. Donc, on a modifié des choses en créant ce ministère-là. Et ce qui était le projet original de la PAN incluait non seulement l'Office de la langue française et d'autres institutions en patrimoine, en art, etc., mais également un projet d'une commission d'urbanisme, donc une instance chargée de regarder l'intervention sur le bâti, sur le territoire. C'est aujourd'hui également qu'on lance la plateforme Parler Territoire, qui est une plateforme pour encourager une participation large
de la société à la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire que le gouvernement vient de lancer. Ce sont des rendez-vous, mais c'est peut-être intéressant de se rappeler que d'intervenir sur le bâti, d'intervenir sur un quartier ou sur un paysage, sur un aménagement, ça a bien sûr des dimensions fonctionnelles, utilitaires, des programmes, mais également des défis techniques parfois, même souvent. Mais ça a surtout une dimension culturelle. À travers le monde, on parle de l'art de bâtir, on parle de la façon dont on s'installe. On admire les peuples de tous les âges qui ont réalisé des constructions, qui les ont adaptées, les ont fait traverser le temps. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on adapte le bâti existant? Hein? On est dans une période où on sait que, par exemple, une ville comme Montréal est construite en bonne partie. Il reste des territoires, mais ça va être surtout une transformation qui s'en vient. Comment ça se fait? On voit comment des projets individuels peuvent susciter ou bien de la découverte, présenter des défis, mais également susciter des débats. On a certains cas à travers les quartiers de Montréal où on a des agrandissements, des ajouts, des modifications qui s'installent sur la place publique sous forme de débat. Alors, l'échange d'aujourd'hui, c'est un peu pour apporter non pas une résolution à la question, mais un éclairage. On a cette phrase qui circule ici et là dans les règlements de la ville, dans les comités, dans les réseaux professionnels universitaires, le geste contemporain. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas résoudre cette question, mais avec le bénéfice de nos panélistes et des questions qui nous viendront du public, on vous invite à nous les transmettre. Peut-être qu'on pourra avoir un éclairage intéressant. Qui nous permettra d'avancer, puisque ces sujets ne sont pas juste des sujets du passé, mais c'est surtout des sujets d'avenir. On voit comment l'insertion d'usages pertinents est un gros défi. Regardons le cas de la bibliothèque Saint-Sulpice, qui est en train de dépérir. Pourquoi? Bien parce qu'on n'est pas capable, comme société, de trouver un usage digne et faire les interventions. Mais c'est un autre sujet. Alors, sans plus tarder, Marie Lessard va ouvrir le cycle de cet échange, suivi de Gilles Saucier et Jonathan, et après ça, on aura la période de questions. Marie, à toi. Merci de l'invitation. C'est un sujet vraiment passionnant. Je rappelle, je suis une universitaire, une urbaniste, mais une universitaire. Je ne suis pas une praticienne, et je suis bien consciente que c'est plus facile d'avoir un avis quand on n'a pas créé soi-même. Alors, tout ce qui suit, c'est bien en toute humilité que je vais le présenter. Ma présentation comporte 4 points. Le premier, c'est sur les modes d'intervention. Dans le contexte de cet échange, il y en a 2 types qui m'apparaissent d'intérêt à cause de leur clarté, mais surtout à cause de leur signification positive. Là, on parle d'intégration, d'intervention sur le patrimoine. Alors, le premier, c'est l'intégration. J'ai tiré une définition dans le dictionnaire de l'espace urbain. L'insertion d'un bâtiment ou d'un aménagement urbain nouveau ne modifiant pas le caractère d'un paysage urbain. Et toutefois, ne pas modifier le caractère ne veut pas nécessairement dire être complètement pareil, être identique. Le deuxième, c'est le contraste. Voici ce qu'en dit Pierre Riboulet, qui participe à la subordination des parties à un tout en produisant un faire-valoir réciproque. C'est donc différent de l'existant, le contraste, le mot le dit, mais ça a un effet positif. Quelle que soit l'intervention privilégiée, toutefois, il n'y a pas de recette. La sensibilité et l'habileté du concepteur sont fondamentales. Et le deuxième point, c'est le milieu. Donc, le contexte physique urbain, ça fait partie de ce que le concepteur va prendre en compte. Une façon utile de regarder le contexte, même dans un contexte patrimonial, c'est de se demander si le milieu est homogène ou hétérogène. Un milieu homogène, surtout s'il est valorisé pour sa valeur patrimoniale, commande en principe une certaine retenue. On va plutôt adopter une approche d'intégration. Mais intégration ne veut pas dire mimétisme, parce que si on va trop loin, le mimétisme, finalement, ça peut, au contraire, banaliser le milieu et non le valoriser. Si, en plus d'être homogène, le milieu a un caractère ordinaire, dans le sens de répétitif, et ça concerne à la fois le bâti, mais aussi l'usage, comme la fonction résidentielle dans un quartier urbain, l'approche d'intégration semble encore plus adaptée.
par exemple, pour l'agrandissement d'une maison. Contrairement au milieu homogène, un milieu hétérogène ou encore déstructuré ou en transition, ça arrive même en milieu patrimonial, ce milieu hétérogène favorise une approche plus libre, contrastée, ou même, comme le suggère le titre de cette causerie, en rupture. Mais qu'ils soient homogènes ou hétérogènes, les milieux urbains sont rarement seulement ordinaires. Par exemple, encore dans un quartier urbain, l'école, la bibliothèque, l'église sont des usages exceptionnels ou extraordinaires. Comment alors intervenir? Un bâtiment extraordinaire, il est déjà en contraste avec son milieu. Une intervention contrastée n'est donc pas toujours bienvenue, notamment si la valeur patrimoniale est grande, mais il peut l'être aussi, puis je suis certaine que mes collègues vont donner des exemples à cet égard. C'est du cas par cas. Ça demande de la sensibilité. Par ailleurs, si on donne une nouvelle fonction extraordinaire à un lieu ordinaire, incluant dans un milieu homogène, si on transforme par exemple une maison en musée, là, la stratégie de contraste est généralement très intéressante parce que ça va faire ressortir le caractère extraordinaire. Mon troisième point concerne le contexte temporel. L'intervention doit se situer à l'époque où elle est faite. On ne reproduit pas une copie d'une maison victorienne en 2021. Imaginez la confusion des archéologues dans 300 ans qui vont essayer de comprendre l'évolution des villes. Et mon quatrième et dernier point, c'est un exemple qui me permet de synthétiser. Est-ce qu'on peut voir la photo? Qui me permet de synthétiser mon propos. C'est le pavillon de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal, qui est situé sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, près de Darlington, donc dans le quartier Côte-des-Neiges, juste à l'ouest d'Outremont. C'est un ancien couvent et pensionnat des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception, construit en 1936. Je le connais bien, j'y ai été prof pendant 35 ans. C'est un bâtiment extraordinaire, pour reprendre ma terminologie, et qui s'est implanté dans un milieu assez hétérogène, en tout cas dans l'environnement immédiat. Le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, dans tout ce segment, il est principalement constitué d'une enfilade de bâtiments institutionnels de diverses époques et fort différents les uns des autres. Le bâtiment a été modifié assez substantiellement et agrandi dans les années 90 pour mieux loger la Faculté de l'aménagement. Et quel hasard, par les architectes Saucier-Perrotte. On lui a donné une nouvelle fonction, tout aussi extraordinaire, mais différente. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'intervention des architectes sur la façade principale et pas tant le panneau de Corten, mais le passage de la composition symétrique, qui était, et ça se voit là, que c'était là auparavant, qui est un principe, la symétrie, c'est un principe esthétique classique, universel. Mais on est passé à une composition asymétrique. Si la brique jaune institutionnelle a été conservée, les ouvertures, elles, ont été modifiées et ça permet de voir les différences entre les usages des deux côtés du bâtiment. Il en résulte donc un certain contraste. Bon, le panneau de Corten donne à l'intervention un caractère très contemporain, bon, de l'avis de beaucoup, peut-être trop contrasté. Il a été critiqué, mais mon propos, c'était vraiment pas là-dessus. Je pense que ce que je voulais montrer, c'est l'asymétrie qui a été amenée par le projet pour montrer l'évolution du bâtiment. Ce que j'ajoute aussi par rapport à ce que j'ai dit auparavant, c'est que le milieu est déjà hétérogène et l'intervention ne vient donc pas briser une continuité. Et en plus, le bâtiment loge un usage extraordinaire. Donc, c'est important de montrer cette évolution, d'autant plus qu'il faut la dater, cette intervention. 60 ans après la construction, il fallait montrer quelque chose apporter quelque chose de différent. Je m'arrête ici et je laisse la parole à mes deux collègues. Merci beaucoup. Je crois que c'est à mon tour. Oui, alors bonjour. Merci Marie pour les commentaires. Et d'ailleurs, ce que je vais dire est vraiment un complément de... donc, on nous a proposé 3 thèmes, trois mots, rupture, contraste, continuité. Je les regroupe autour de ce qui, moi, m'intéresse, créativité et évolution du milieu. Bien sûr, sauvegarde du patrimoine, mais aussi création du patrimoine de demain. Donc, pour moi, 3 éléments sont vraiment importants dans le discours. Le changement du contexte urbain, donc du paysage urbain,
comme moteur pour intervenir sur le bâtiment. Un deuxième thème, le changement d'usage. Et le troisième, la conservation de l'usage dans un contexte urbain assez stable. On va peut-être parler un peu de Saint-Sulpice. Donc, le premier thème, ça me semble judicieux de mentionner là où on intervient actuellement dans le quartier des spectacles sur 2 projets, le Musée d'art contemporain et le TNM. C'est un milieu qui a changé à vitesse grand V. On l'a vu énormément évoluer, mais on l'a vu aussi changer de saison en saison avec l'arrivée des moments touristiques où le lieu se garnit de multiples interventions. Donc, dans le cas du Musée d'art contemporain, qui est une structure des années 80, fin postmoderniste, ce n'est pas mon rôle de juger de la qualité du bâtiment, mais le devoir qu'on a à remplir est avant tout communication et accessibilité. Mais il faut éviter absolument un aspect, et c'est ce qui nous a interpellés parce que ça s'inscrit dans la continuité quand même de l'usage, mais avec un changement important au niveau du milieu, d'éviter de faire du bâtiment ce qu'on appelle péjorativement un amuseur public. C'est-à-dire faire que l'intervention vienne ajouter au tumulte et à la complexité de ce qu'on a déjà dans l'environnement. Donc, donner au bâtiment une expression plus forte qui respecte son usage, c'est-à-dire l'art contemporain, et qui s'inscrit dans cette contemporanéité-là, mais qui ne vient pas, encore une fois, ajouter. L'évolution du paysage urbain aussi nous propose pour le cas du Théâtre du Nouveau Monde, d'accompagner la nécessité d'un agrandissement qui est vraiment basé sur la conservation de l'usage, mais encore une fois, le changement du milieu urbain, de mettre en valeur le caractère monumental de l'institution dans son contexte. On sait que c'est un bâtiment qui a perdu un peu ses repères à mesure que le quartier a évolué, encore une fois, à vitesse grand V. Par rapport, par exemple, au déplacement des nœuds urbains, on voit que le nœud se déplace légèrement vers l'est avec la nouvelle place, ce qu'ils appellent joliment l'Esplanade Tranquille, le Parc Hydro-Québec et tout ce qui se passe dans le secteur Saint-Laurent. On voit tranquillement le centre de gravité se déplacer. Donc, il faut adresser ces questions-là dans l'idée d'une rénovation et d'un ajout, toujours dans le respect, naturellement, de l'œuvre. Il faut savoir que c'est la 4e vie du bâtiment aussi. Puis on est à peu près sûr que ce ne sera pas la dernière avec l'évolution des technologies et du lieu. Dans ces 2 cas-là, je pense qu'il faut résister à la pression qui va nécessairement vers la culture de l'image, de l'instantané, et assurer encore une fois cette pérennité du lieu. Le deuxième point, changement d'usage, l'usine C. Peut-être qu'on peut mettre l'image à l'écran. Dans le secteur Panay, Ontario, ça a été rénové, qu'on a rénové en 1994. C'est un drastique changement d'usage, mais pas tant que ça, parce qu'au fond, la manière dont on a adressé et ce qu'on pense à assurer la pérennité du lieu est avant tout le fait qu'on en a fait non pas un théâtre caractérisé, c'est-à-dire où c'est extrêmement visible que c'est un théâtre, parce que ce n'est pas qu'un théâtre, c'est avant tout un lieu pour les artistes pour se rencontrer de partout dans le monde. Donc, on sait que c'était un bâtiment industriel, fabricant de confitures à l'époque, l'usine Raymond, confiture Raymond. En adressant le projet avant tout par la notion de l'espace et de la disponibilité de l'espace et de la versatilité du lieu, on est arrivé, nous croyons, à faire que le bâtiment garde une certaine neutralité et donc permet à ce moment-là tous les usages d'y cohabiter. On est en train d'ailleurs de rénover pour une 2e fois le bâtiment. Le projet est en cours actuellement. Malheureusement, le projet maintenant est jouxté de projets de condominium. On dirait que avant, quand on a choisi ce lieu-là avec la cliente, avec Carbone 14, le lieu était ce qu'on disait off. Maintenant, il est devenu un peu plus in. Donc, on a vu beaucoup de projets de condos de qualité moyenne se construire en périphérie.
Ce qui fait que, encore une fois, peut-être qu'il va se rattacher à la première catégorie, c'est-à-dire que là, Excusez-moi. Il y a un petit problème de connexion. Je pense qu'on a perdu M. Saucy. Peut-être est-ce qu'on voudrait continuer avec l'intervention de Jonathan, puis on pourrait reprendre avec... Oui, on va faire ça. Je pensais que c'était... Oui, alors, Gilles, on te retrouve tantôt. Jonathan, à toi. Parfait. À mon tour, merci beaucoup. Les édifices ont de tout temps été adaptés à l'usage et au goût du moment de leurs propriétaires. Des rues, des places, des quartiers ont vu leur forme se modeler au rythme des additions, des transformations au fil du temps. Au 19e siècle, la volonté de conservation d'un bien au nom de l'intérêt collectif a émergé et évolué au rythme des penseurs et faiseurs de ville. Viollet-le-Duc mettait l'emphase sur la documentation comme préalable à toute intervention, puis s'est démarqué par son approche de restauration améliorative, sa recherche d'unité de style allant parfois à l'encontre de l'authenticité, une conception interprétative et correctrice de la restauration. Il disait « Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut-être n'a jamais existé à un moment donné. » D'autres, tels John Ruskin, prônaient la non-intervention pour un minimalisme absolu, privilégiant les soins apportés au monument et la conservation des apports successifs. Son but était, par sa conservation préventive, la mise en place d'une politique de protection plutôt que de restauration. Camillo Boito privilégiait la visibilité de la restauration. Pour lui, la restauration n'est pas un supplément à la conservation, elle en est l'indispensable complément. Gustavo Giovannoni, son concept de patrimoine urbain, a permis de penser la ville comme un ensemble marqué par les ruptures et les discontinuités, en mettant en tension les singularités et l'appréhension conjointe des différents registres, ceux des formes et des forces, de l'existant et du souhaité, du penser et du faire, pour citer Joanne Brochu dans sa thèse portant sur la conservation du patrimoine urbain. La vacance et l'abandon sont les marques de l'obsolescence urbaine, un phénomène qui n'est pas récent dans l'histoire des villes. Les besoins évoluent de même que les pressions foncières et l'intérêt pour des immeubles et des secteurs de ville qui constituent des paysages urbains distincts. Le paysage urbain, c'est le caractère propre à un lieu, apprécié par un individu et une collectivité. La réglementation municipale ne prend pas toujours en compte le bâti ancien dans ses outils de planification. Il en résulte une incompatibilité entre les paramètres de hauteur et de densité autorisés et les formes construites et héritées des derniers siècles. Un immeuble d'intérêt patrimonial, un IP, peut devenir totalement isolé et sans défense devant un projet immobilier de grande ampleur, malgré cette reconnaissance. Son intégrité et son rayon de protection ne tarderont pas à être altérés et empiétés pour cause de compatibilité d'usage et de rentabilité économique du projet. Des bâtiments individuels, des ensembles bâtis, des emprises industrielles en attente de requalification font l'objet de convoitises et ont le potentiel d'être au cœur d'un processus de régénération urbaine. Encore faut-il qu'ils soient dès le départ élevés au rang d'éléments identitaires, contributifs et jugés importants collectivement pour qu'ils persistent dans la permutation d'échelle, de vocation, de typologie et d'esthétique. Cette spéculation et cette situation qui met le paysage urbain à risque mène régulièrement à la démolition du bâti existant ou à un geste de façadisme qui apparaît davantage comme une contrainte imposée plutôt qu'une réelle intégration partie architecturale. La disparition ou le maintien très partiel d'un élément de structure fait fi de l'épaisseur historique, du statut, de l'usage vécu, de l'origine culturelle, de l'intention, de la logique constructive et de la spatialité. Le bâti existant participe à une morphologie urbaine, à des séquences visuelles, et porteur de mémoire, de valeurs sociales, culturelles et expérientielles. Les façades viennent avec des ouvertures, des relations intérieures-extérieures qui créent des parcours, donnent sens à un volume. Le bâti n'est pas seulement un objet en 3 dimensions, mais un élément communicationnel dans la ville
qui transmet un message aux citoyens. Les bâtiments doivent continuer à faire partie d'un système de l'habité. Les réduire à de simples façades, certes, permet de maintenir un paysage urbain dit homogène, voire de respecter certains critères de PIA, mais à quel prix? Réduire la rue et l'architecture à des décors de théâtre ne peut être soutenable à long terme. La confusion des échelles dévalorise également les immeubles bas et anciens. Si le patrimoine est ou sera une composante significative de la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires, encore faut-il réellement considérer le bâti existant comme donnée de base génératrice de solutions originales. François Choé parlait de la compétence d'édifier et mettait l'emphase sur le maintien de l'ambiente, un mot italien qui désigne, selon sa définition, les effets heureux sur la perception de l'articulation des éléments du tissu urbain. Jan Gehl, plus récemment, nous rappelle que les immeubles peu élevés respectent la nature horizontale de l'appareil sensoriel, au contraire des édifices en hauteur. Il écrit « En raison de l'horizontalité du champ de vision humain, seul le rez-de-chaussée des immeubles est digne d'intérêt quand on longe les façades à pied. Plus celles-ci sont diversifiées et riches en détails, plus l'expérience vécue par le marcheur est riche. Il est question ici de l'échelle de la rue, de l'émotion vécue, du corps, des sens et de la mobilité. L'immeuble de plus petite taille est plus riche en détails et contribue à une ville animée, sûre, durable et saine. Il apparaît donc important de freiner la banalisation de nos milieux, de contrer les environnements urbains froids et impersonnels au profit d'espaces de petite taille et de courte distance qui contribuent à une ville chaleureuse, notamment par des rez-de-chaussée actifs. Le principe de l'intervention minimale gagne en popularité et est de plus en plus privilégié. Parfois, la réponse est de ne rien faire. Les gagnants du récent prix Pritzker, les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, ont pour principe de ne jamais démolir, ne jamais supprimer, toujours ajouter, transformer et réutiliser. Anne Lacaton affirmait que la démolition est une décision de facilité et à court terme. C'est un gaspillage de beaucoup de choses, d'énergie, de matériaux et d'histoire. De plus, cela a un impact social très négatif. Pour nous, c'est un acte de violence. Ces quelques idées permettent de cadrer et de lancer la discussion sur l'enjeu de la conservation du bâti existant et par extension du paysage urbain, mais également sur la recomposition du paysage urbain et l'inscription d'une nouvelle mémoire, celle qui s'ajoute, qui dialogue et enrichit le bâti existant. Ainsi, la ville préserve son identité singulière tout en la renouvelant et en faisant place à toute la créativité nécessaire à un milieu de vie fertile. Concilier l'identité et la valeur patrimoniale d'un bâtiment aux nouveaux besoins et interventions architecturales contemporains nécessite une connaissance, une sensibilité, un respect et une ouverture pour à la fois révéler et célébrer l'existant et à la fois marquer et signaler la réponse aux enjeux actuels. Dans les parcs urbains, rapidement, la situation est particulière dans la mesure où il est surtout question de pavillons, d'objets singuliers, contributifs à une composition d'ensemble. Une modification radicale peut entraîner un changement d'appréciation du territoire et de l'expérience paysagère. L'enjeu premier est de trouver un usage qui corresponde aux besoins de la population, à la réglementation en vigueur et à la typologie de l'édifice. Une fois cet enjeu résolu, s'ajoute celui du financement du projet et enfin de la solution architecturale. Rendu à cette étape, il est permis de rêver à la réactivation du bâti existant au bénéfice du succès et de la pérennité du parc. Pour conclure, le paysage urbain doit être abordé dans sa temporalité, dans la qualité dynamique des relations et non seulement dans la qualité statique des composantes. La requalification du bâti existant est aussi l'occasion de revisiter une construction sociale et culturelle, et pour cela, elle relève d'une responsabilité collective. Merci. Merci, Jonathan. Tu mentionnais John Ruskin, Viollet-le-Duc. C'est aujourd'hui l'anniversaire de William Morris, un personnage important, un réformateur social, mais aussi qui a posé la question des savoir-faire. Alors, si on admire souvent les bâtiments anciens, et ça pose un défi pour leur agrandissement, pour les métiers, les savoir-faire qui sont présents dans leur construction, le travail de la pierre, du bois, du métal, etc. Eh bien, quels sont les savoir-faire des bâtiments actuels? Et ça pose la question un peu de rupture, continuité, contraste. Où est le bel ouvrage? Et je pense que ça sera intéressant peut-être d'ouvrir un peu là-dessus. Moi, on essaye de rejoindre notre ami Gilles Saucier qui nous a laissé sur un
un mystère qui était les condos qui entouraient quand même l'usine C, qui est un projet assez formidable à l'origine. Je ne sais pas si les gens ont eu l'occasion d'aller voir ça. Et c'est vrai que des fois, on pose des gestes de qualité et ce qui vient autour ne l'est pas tant. Marie, dans ton intervention, tu nous parlais peut-être d'avoir une lecture sur, de comprendre, même si l'environnement est ordinaire, il y a des choses extraordinaires dedans ou qui ne sont pas, ça ne veut pas dire qu'elles sont absolument fantastiques, mais c'est qu'elles ne sont pas faites pour être noyées. Hein? Tu parlais d'une église, d'une institution, même au cœur d'un village, d'un quartier. Le cœur, c'est différent du reste par définition. Par rapport cette idée de paysage urbain, parce que souvent, on a il y a un élément de référence maintenant que Jonathan relevait, c'est-à-dire qu'on est passé d'une ville fonctionnelle à une ville qui est un peu un paysage vivant avec une lecture, tout ça. Comment est-ce que tu... enfin, sur cette idée là, je ne veux pas embarquer dans la symétrie, là, parce que c'est un autre défi. Là. La question de la symétrie, c'est le nom de la Commission d'urbanisme de Québec. C'est une des missions de sa commission de garantir la symétrie de Québec. Mais cette idée de composition architecturale, là, enfin, sans aller, Gilles va se rejoindre à nous, là, je compte bien là-dessus, mais de ton point de vue, est-ce qu'on met plus d'architecture sur la maison à côté de l'Église ou sur l'agrandissement de l'Église? Comment est-ce qu'on regarde ça de ton point de vue? Quelle question. Je pense que l'Église, c'est un monument. Elle doit rester, en fait, elle doit rester un monument. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'agrandir, mais on dirait que tous les cas, ça dépend vraiment comment c'est fait. Je repense, il y a un cas le musée, mon Dieu, j'oublie son nom, le musée à Toronto, le musée sur la grande rue, là où on a fait, qui est en très, très maçonnerie, puis on a fait une espèce d'agrandissement qui vient surgir en verre. Art Gallery of Ontario. Oui, c'est ça. Alors, c'est un monument. On a fait une intervention très, très, très contrastée. C'est vrai que c'est plus qu'extraordinaire là, comme lieu, oui. Mais je trouve que ça vient presque... Je trouve que c'est difficile comme intervention parce que ça prend tellement de place que, je parlais de faire valoir, puis je trouvais ça intéressant, cette idée de Pierre Riboulet de dire, quand on fait une intervention, même différente, elle doit accentuer les qualités du milieu existant, montrer les différences, montrer le futur, montrer qu'on change d'époque, qu'on change d'usage, mais aussi faire apprécier ce que c'était avant. Alors, je ne réponds peut-être pas bien à ta question, mais elle était difficile à comprendre. C'est parce qu'à côté de AGO à Toronto, c'est facile, on peut se pencher sur le cas de Toronto. Comme Montréalais, ça nous fait toujours plaisir, hein, c'est ça? Non, mais c'est parce que mais juste à côté du AGO, il y a Ontario College of Art and Design, sur lequel ALSOP a installé une espèce de grosse... boîte noir et blanc sur des... Non, mais je parlais pas de ce musée. Non, c'est pour ça que je dis à côté. Non, mais je ne parlais pas du musée, je parlais de l'autre, en tout cas, peu importe. Du Royal Ontario Museum, le Rome. Oui, parce que c'est très... Oui, avec Lipskill. Oui, c'est de celui-là dont je parlais. Mais c'est ça, OK. Mais en fait, peu importe, parce que ce sont des cas où il y a eu... et là, je reprends, Gilles se joint à nous. Et Gilles, ça va? Allô? Fusée lunaire. Est-ce que, tantôt, Gilles, tu posais la question du bâtiment comme un amuseur public? C'est vrai que c'est en lien avec le quartier des spectacles, mais est-ce que c'est une mise en garde que tu verrais également dans un environnement plus quartier? Tantôt, l'image qui annonce cette table ronde, c'est quand même le cas de l'ancienne école Jeanne-Mance de Maisonneuve, près de Saint-Denis, que toi et ton équipe avaient retravaillé. Il a disparu. Bon. Eh bien, finalement, cette notion et les deux cas de Toronto, en fait, c'est des cas où on voulait faire des gestes marquants.
peu importe le discours sur intégration, pas intégration, quasiment pour les besoins de la campagne de financement, il y avait besoin d'avoir quelque chose Oui, qui est mais prévisible. on peut faire un contraste qui soit… d'ailleurs, les deux cas sont… Bon, on devrait peut-être revenir à Montréal, mais les deux cas, je trouve qu'il y en a un, à mon goût, qui est beaucoup plus réussi que l'autre. Mais Oui. bon, je veux pas qu'on commence à parler de style mais le contraste, ce que je voulais juste dire, c'est que le contraste doit mettre en valeur l'existant. OK. On a mettre en valeur. Donc, ça, c'est une chose. Vous savez que le mot mettre en valeur, on appelle les questions et le concept de mise en valeur, c'est un des mots les plus difficiles à traduire en dehors du français. C'est comme un terme qu'on comprend. Jonathan, le faire-valoir, tu nous parlais de le paysage, dans un paysage qui devient un peu, tu parlais surtout c'est un problème qui était ressorti lors de l'échange urbain sur le façadisme, comment l'échelle de planification puis le bâti existant n'était pas toujours en relation heureuse. Les faire-valoir, comment est-ce qu'on… Je pense, pour revenir à la première discussion avec Marie, je pense que déjà, il faut identifier quels bâtiments dans nos villes ou villages ont une portée plus grande socialement et symboliquement. Hein. On parlait des églises tantôt. Quand on a investi temps et ressources pendant des années pour ériger ces monuments au détriment, par exemple, de certaines autres constructions qu'aujourd'hui on juge modestes, mais qui ne peuvent se comprendre sans la présence, évidemment, du monument. Ça nous montre à quel point il faut prendre soin des deux, mais dans des perspectives différentes. Donc ça, je pense que c'est une première chose. Ensuite, on a tellement d'outils, de politiques, de volonté, de connaissances maintenant sur le patrimoine, puis qu'est-ce qui définit l'identité de nos quartiers. Mais il faut s'assurer que nos outils de planification concordent avec notre volonté aussi de sauvegarder des témoins ou des ensembles complets qui, bien souvent, malheureusement, tombent en désuétude pour différentes raisons, parce que l'usage est plus pertinent, parce que les gens qui l'habitaient ou qui l'utilisaient se sont déplacés ailleurs dans la ville, les bâtiments deviennent inutilisés pendant un certain nombre d'années, et tout à coup, ben là, on veut régénérer, on veut retrouver aussi des revenus fonciers, et même, on se dit, ben, c'est peut-être une façon aussi de ne pas perdre des bâtiments qui peut-être vont se dégrader d'eux-mêmes et finalement disparaître du paysage montréalais. Donc, on voit que la situation est quand même assez complexe, mais c'est certain qu'il y a une pression, énorme sur ce type de bâtiment et on doit les considérer à juste titre, mais bien en amont qu'il y ait des projets ou qu'il y ait des planifications. Pour ce qui est des agrandissements ou des additions, je pense qu'il y a déjà de nombreux exemples à Montréal qui démontrent bien la capacité à respecter l'existant tout en créant une œuvre contemporaine à part entière, qu'elle soit derrière, sur le côté au-dessus. Et ça, c'est vraiment généralement de belles réussites. Là. Mais je pense que ce qui est important, c'est de considérer le bâti comme un plein volume qui a une histoire, qui a un vécu. Et à partir de ce moment-là, on parle plus juste de briques et de style, mais on parle d'éléments qui portent un message. Mm-hmm. On a une intervention de M. Bonetto qui s'adresse en particulier justement à ton propos sur les pensées de Viollet-le-Duc, Ruskin et Boito, faisant un lien avec l'expression de Gilles Saucier sur la créativité et le patrimoine de demain. Alors, moi, personnellement, j'ai quand même une réflexion sur un point de vue sur cette expression patrimoine de demain. Si on démolit la basilique de Notre-Dame aujourd'hui, ce ne sera plus du patrimoine demain, mais c'est peut-être cette idée d'ajouter au patrimoine. Alors, d'enrichir le patrimoine. Est-ce qu'on a des exemples? Parce que ça a été mentionné un peu par tout le monde, ça fait des générations, des siècles qu'on agrandit des bâtiments, on les modifie. La basilique Notre-Dame, pour revenir à ce cas-là,
n'a pas été construite comme on la connaît. Il n'y avait pas de tour. L'intérieur était très différent. Bon, donc, la chapelle du Sacré-Cœur n'était pas là. Est-ce qu'il y a des cas qui nous semblent particulièrement éclairants pour montrer je pense à certains collègues, je pense à Julian Smith, qui est un architecte en pratique, en patrimoine, qui avait notamment fait un peu la distinction entre l'époque où les choses étaient faites à la main et l'époque industrielle, où finalement, il y a un grand contraste au niveau de la façon de faire les choses. Est-ce qu'on a des exemples qui nous viennent à l'esprit, là? Parce qu'autrement, on va parler du cadre, mais ce serait bien d'avoir des cas concrets. Marie. Et il y a une autre question qui s'en vient, là. Bien, j'essaie de comprendre ta question, je m'excuse. Bien, moi, j'aimerais ça avoir des exemples. Moi, par exemple, au coin de Drummond et Sainte-Catherine, il y a une banque qui est là, qui était une banque néoclassique, qui a été construite peut-être dans les années 30, je n'ai pas les dates avec moi, avec un revêtement néoclassique, des colonnes, des cannelés, tout ça, en pierre. Ils ont fait un agrandissement vers le nord dans les années 50. Ils ont pris une composition générale. Pour qui veut lire qu'il y a eu un agrandissement, c'est écrit tel quel, mais ce n'est pas, entre guillemets, dans ta face, parce que ce n'était pas dans l'ordre de la ville. Finalement, l'ordre, c'était le principal, c'est sur Sainte-Catherine. En arrière, c'est un agrandissement, comme on ajoute un wagon à un train, il faut juste que ça tienne la route, que ce soit la même largeur, même il y a des dimensions à garder. Mais si on regarde, la question de certaines bibliothèques, la bibliothèque qui a été faite, Marc Favreau, qu'on connaît à Rosemont. C'est un édifice municipal qui a été transformé, qui a été augmenté par un volume conséquent. Finalement, c'est un projet très réussi, à mon avis. Mais je sais, qu'en pensez-vous? En avez-vous en tête qui vous viennent? Bien, c'en est un qui est très réussi. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Je pense qu'on a même dans le modeste et tout ça, mais et justement, ça revient un peu à ce que je disais parce que c'est un bon cas où on amène une nouvelle vocation à un nouveau bâtiment, on l'agrandit et on lui donne, on fait une intervention contrastée qui réussit à mettre en valeur ce bâtiment qui est assez ordinaire, si on veut, et on enrichit avec l'espace public autour, etc. Et même, ce que je trouve intéressant, c'est aussi, à une autre échelle, dans le tissu urbain plus ordinaire, c'est de voir ces maisons qui restent dans la continuité urbaine et en arrière, c'est en arrière qu'on va venir mettre dans la ruelle, etc., des interventions plus contrastées, plus contemporaines. Alors, je pense que cette idée que tu viens de dénoncer, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que tu disais, m'apparaît intéressante dans certains cas de venir plutôt à amener la modernité, la contemporanéité à l'arrière, quand à l'avant, on veut garder une continuité. Je vois que Gilles Saucier est là, on peut peut-être le laisser parler. Ben oui, Gilles, allô? Es-tu parmi nous, Gilles? Bon, alors on va tous se prendre par la main virtuellement autour de la table et on va penser fort à Gilles et il va apparaître. Voilà. Gilles? Mais je reviens là-dessus et il y a peut-être une connexion entre ce que tu rappelles, Marie, et le propos sur le paysage urbain et même l'image que Gilles nous a laissée de l'usine C, c'est les nouvelles façades de la ville. On a eu longtemps la façade sur rue. Maintenant, la façade sur ruelle s'est transformée, alors qu'avant, c'était l'endroit de service, les garages, les poubelles, tout ça. La ruelle est devenue, avec les ruelles vertes et tout ça. Je ne sais pas, Jonathan, du point de vue du paysage, des aménagements paysagers, est-ce que c'est quelque chose qu'on observe aussi? Tu n'as pas que lui aussi? Eh bien, ça y est, la théorie du complot va fonctionner. Je ne sais pas, moi aussi, hein, j'ai décroché tantôt sans que je comprenne pourquoi. Il y a eu je ne sais pas s'il y a un nuage qui plane sur la ville, mais… Dis-nous. Bon, oui, je vois ton message. C'est notre séance où on a des problèmes un peu.
technique. Gilles est avec nous. Il y avait un problème de micro, mais je l'ai au bout du fil, donc il peut participer. On a le son et l'image séparément. Gilles? Je vous entends très mal, pareil. Bon, écoute, ça va, on va passer à travers. Tout va bien aller, c'est ça le slogan. Une question pour toi, Gilles. La matière, tu sais, souvent on peut imaginer les expressions architecturales, mais on est par exemple il y a un débat qu'on pourrait faire à Montréal, qui est une ville, je ne veux pas dire une ville de maçonnerie, mais tu sais, on a une tradition de pierre grise, de briques, tout ça. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'agrandissements qui sont à dominante vitrée, qui a des effets diurnes et nocturnes. Alors, comment est-ce que, de ton point de vue, tu vois ça? Bon, est-ce que l'acte contemporain a toujours besoin d'être une vitrification de la ville? Non, vraiment pas. Vous m'entendez bien? Oui, vas-y. Vraiment pas. En fait, c'est une sorte de recette qui a pris ses sources au début de cette tendance-là. Et il faut souvent se poser la question, parce qu'en opposant le verre nécessairement à la maçonnerie, là, si on appliquait une recette qui fait que ça va nécessairement s'intégrer en une certaine façon de disparaître. Et je pense qu'en affrontant la question de l'opacité, c'est-à-dire dire que au fond, quand on construit un bâtiment, on traite le bâtiment dans son entité, c'est-à-dire l'ajout lui-même, peut à ce moment-là acquérir une certaine opacité qui va faire que le volume lui-même va exister dans l'environnement. Et souvent, on va avoir tendance à aller vers une sorte de dualité vers maçonnerie qui, à mon avis, n'est pas nécessairement parce qu'on sait que les bâtiments disparaissent un peu la nuit au profit de leur éclairage. Et avec le résultat, très souvent, on va se retrouver devant une masse d'éclairage non coordonnée qui finalement est le bâtiment dans la moitié de sa vie. Parce que c'est comme ça qu'on le voit au niveau de la transparence. Fait que la question de l'opacité, on l'a souvent traité de manière à faire, vous prenez par exemple l'exemple de la cinémathèque où on a travaillé sur une surface vitrée dans la portion avant, mais qu'on a travaillé un volume somme toute très opaque en pierre sur la périphérie, de façon à s'assurer que l'institution existe aussi dans sa nouvelle identité et non pas dans un état seulement dépendant de la forme originale. Marie, Jonathan, un point de vue sur la opaque, maçonnerie, vitre, jour, nuit? Oui, mais ça dépend encore du milieu. Hein. C'est vrai que des milieux qui doivent être... bon, d'abord, si les gens ont besoin de clarté à l'intérieur, c'est déjà, ça demande une certaine transparence. Mais il y a aussi toute cette question, justement, je sais pas, moi, je n'ai pas fait une longue réflexion là-dessus, mais la nuit, justement, il peut y avoir un intérêt à avoir une certaine transparence pour pouvoir célébrer la ville, la luminosité, etc., etc. Mais dans un milieu qui est peut-être un peu défini, tu sais, mais il est vrai Gilles nous parle de l'agrandissement de la création de la cinémathèque, où il y a eu de toute évidence une réflexion sur la vie nocturne du bâtiment et son identité. Je pense que c'est un peu ça dont on parle ici. Alors que dans bien des cas, on a l'impression qu'on évalue un document, un bâtiment avec sa forme dessinée, puis finalement, on oublie qu'il y a 24 heures dans la vie d'un édifice, y compris dans son agrandissement. Comme on disait, nous, souvent, quand on passe près de l'édifice, qu'on lève les yeux, c'est des plafonds qu'on voit. Parce que la transparence fait que la quatrième dimension ou la cinquième dimension, on peut fait que l'édifice devient, d'une certaine façon, un ensemble d'éclats. Dans le cas de la cinémathèque, on les a traités parce que c'est un lieu de cinématographie et on essaie de traiter la plupart du temps. Mais la nécessaire transparence, ça se danger quand on ne se préoccupe pas finalement de la transformation du lieu entre le jour et la nuit parce que ça crée des anachronismes assez fantastiques très
très souvent. Le niveau de réflectivité du verre, la transparence du verre, la couleur qu'on va retrouver, ça transcende un peu ces aspects-là. C'est des aspects qu'on oublie, cette autre dimension, c'est-à-dire la transformation du lieu dans ses usages, surtout dans les cas d'usage de pouvoir, comme par exemple les milieux culturels, les lieux culturels, les théâtres et tout. Et là, ça revêt une importance capitale. On a quelques questions qui sont rentrées. En fait, on en a plusieurs. Et là, avec tous nos défis technologiques, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire, mais on en a une des questions d'Arnaud Labadie porte sur, je vous la transmets, sur les lignes architecturales. Utilise-t-elle, comment la valorisation du patrimoine tient compte des lignes architecturales? Utilise-t-elle les règles fondamentales de la géométrie sacrée, les proportions équilibrées, circulation de la lumière? Enfin, est-ce que ce sont des... peut-être au-delà de cette question, c'est est-ce qu'il y a des principes, non pas d'une harmonie pareille, c'est un peu ce que tu disais tantôt, Marie, on peut être intégré sans faire du camouflage et de la reproduction futile. Est-ce qu'il y a des lignes de composition qui pourraient être... parce qu'on a, par exemple, les plans d'urbanisme qui vont être mis à jour. Comment est-ce qu'on va avoir une métropole culturelle créative et tournée sur toutes sortes d'autres dimensions et en même temps garder l'identité de nos quartiers? Des proportions. Est-ce qu'on invente un modulaire montréalais, par exemple? Il y a souvent des règles d'alignement qui viennent dire que, c'est-à-dire ne pas dépasser un de ses deux voisins latéraux, qui est une règle qui finalement permet à la ville d'avoir une certaine proportion, une certaine échelle. Puis des alignements architecturaux qui se font souvent en fonction de la tectonique, c'est-à-dire en fonction de l'architecture du bâtiment, les alignements de corniches, les alignements de fenêtres. Ça doit influencer le projet, mais ça ne doit pas le limiter en même temps. C'est-à-dire que les règles d'alignement et de mimétisme doivent quand même laisser place à la créativité. Mais s'inspirer de quelques lignes d'alignement, par exemple, au niveau des corniches, il y a des changements de mode de nature qu'on va retrouver sur les façades et souvent une grande inspiration pour avancer. Et ça assure une sorte de fluidité du regard dans le bâtiment, tout en permettant l'apport de matières nouvelles, de matériaux nouveaux. Ça nous aide d'une certaine façon, ça dans certains principes d'intégration, sans quand même limiter au niveau de la créativité. J'ajouterais, je reviens à la question des milieux homogènes. C'est sûr que quand un milieu a des lignes, parce que les milieux n'ont pas tous justement cette homogénéité, ces lignes-là, je pense que c'est, comme disait Gilles, c'est bien d'en tirer profit, là, sans que ce soit une contrainte qui devienne ridicule, mais je veux dire, il y a une continuité qui peut s'établir même en travaillant au 21e siècle et de façon différente, mais ce sont effectivement des éléments d'intégration. Mais quand le milieu tous les milieux ne sont pas parfaitement alignés, etc., alors il faut voir aussi, il ne faut pas inventer non plus des lignes. Ces lignes-là sont souvent davantage présentes dans des alignements de bâtiments résidentiels. Mais effectivement, ces lignes invisibles deviennent souvent des guides pour assurer une certaine cohérence, notamment visuelle, mais ensuite, il peut y avoir bien d'autres termes aussi, bien d'autres éléments qui viennent bonifier le secteur ou qui peuvent être pris en compte. Je pense que c'est vraiment une question de îlot par îlot, rue par rue. C'est difficile d'établir des standards. Je pense qu'on ne manque pas de documents avec des critères à prendre en compte, mais ces critères-là doivent s'adapter toujours à la logique du milieu d'insertion. Puis comme Gilles le mentionne, ça doit être des guides, mais ça ne doit pas devenir une contrainte qui nuit à la créativité architecturale. Donc, je pense qu'il y a un peu les deux aspects ici à considérer. On parle peut-être plus d'équilibre que de symétrie dans ce cas-là. C'est des nuances peut-être à apporter parce qu'on parle de modulation plutôt que d'uniformité. C'est un peu je vous lance, il y a au moins deux interventions, deux questions qui nous parviennent sur un cas qui est sur la place publique.
et on ne veut pas embarrasser qui que ce soit parce que ça s'en va à l'Office de consultation publique, mais c'est Robert Hardy et M. Levinson qui nous posent la question de notre point de vue sur le projet d'agrandissement de la baie face au Carré Phillips, à côté de la cathédrale anglicane Christchurch. Est-ce qu'on a un point de vue? Parce qu'on a ces discussions qui apparaissent vers maçonnerie, hauteur, ligne, une horizontalité par rapport à une verticalité. Est-ce que, voilà, sans vous embarrasser, mais c'est un projet qui est vraiment sur la place publique. Je ne peux pas trop commenter, mais ça revient toujours à la même question de la densité, c'est-à-dire de tirer le maximum d'avantages d'un lieu, d'avantages souvent déclinés au niveau de la rentabilité. Est-ce que ça doit être le critère qui doit être aussi prépondérant par rapport à d'autres critères qui sont des critères de conservation, puis de milieu et de changement du milieu? Je soulève plus une question parce que ne connaissant pas le projet en détail. OK. Il y a aussi, ça dépend des projets parce que j'en vois mais il y a toujours cette idée d'avoir des bâtiments. Tu parles, dis-nous, de la relation entre le plein et le vide, c'est-à-dire entre les matériaux, entre la maçonnerie, là, des bâtiments de maçonnerie, et on vient souvent mettre derrière les bâtiments de maçonnerie des tours qui, généralement, sont de verre. Là. Alors, moi, je ne connais pas bien le projet non plus, puis je n'ai pas envie de le commenter maintenant, mais c'est toujours quelque chose de très complexe à faire, cette relation. Je ne parle pas là, de la conservation. D'abord, il y a un point positif, la conservation de ce qui existe, etc. Je pense que j'ai l'impression qu'il y a une volonté de prendre soin du bâtiment existant. Bon, la problématique, c'est toujours comment on vient intégrer des tours de verre derrière des petites masses de maçonnerie. C'est très complexe. Hein? J'imagine, là, je parle à Gilles Saucier plutôt parce que c'est lui qui, c'est pas lui qui fait ce projet-là, mais je veux dire, c'est lui qui doit probablement avoir à réfléchir beaucoup plus que parce qu'il doit intervenir dans ce genre de milieu. C'est généralement ce que les promoteurs veulent, j'imagine, des grandes tours de verre. Oui, bien, ça revient toujours à la question de la pertinence de construire, la pertinence du lieu et la capacité du lieu à absorber un tel volume et tout. Mais ça, c'est souvent des questions qu'on se pose une fois qu'on voit l'objet ou la densité qui est proposée. Alors qu'on pourrait se poser la question sur la véritable pertinence de construire dans un lieu. Je ne parle pas nécessairement du projet d'APIC, je parle en général. Il y a une tension qui nous est donnée à nous. On trouve un bâtiment important, un bâtiment, et là, on se pose la question à savoir, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Oui, c'est une question qu'on se pose aussi. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on accepte le projet, est-ce qu'on trouve que c'est le bon lieu, quelque chose, mais vous comprendrez qu'à la fin, il faudrait se poser la question à savoir où est-ce qu'on s'en va avec une recherche de grand contexte qui ne peut peut-être pas l'absorber. Oui. C'est vrai, puis la densité, souvent on le regarde en termes de chiffres, mais des fois, ce qui disparaît, c'est le ciel. Alors, le ciel est une matière essentielle, une ressource essentielle au paysage urbain, peut-être. Moi, j'avais... vas-y, Jonathan. Oui, non, juste rapidement, sans nécessairement aborder le projet de la baie, mais je pense que cette question-là est pertinente, en fait, pour tous les projets en développement au futur, particulièrement au centre-ville. Les projets dans un tel contexte, évidemment, on doit se poser des questions pas seulement sur le maintien de l'intégrité et de la présence de bâtiments qui sont souvent des monuments, là, mais aussi, par exemple, sur le paysage de la rue, le paysage de la rue Sainte-Catherine. Donc, comment ces édifices-là continuent d'être contributifs aussi d'un point de vue de l'usage, mais aussi d'un point de vue de la compréhension. Hein.
comment les rues, comment le centre-ville s'est construit du nord au sud, comment il a évolué est-ouest, la logique des usages de ces différents bâtiments-là. Donc, c'est toutes ces questions-là aussi qui doivent être posées, en plus évidemment de la question de est-ce que c'est pertinent de construire là. L'enjeu du centre-ville, il est grand, comme dans d'autres quartiers, par exemple dans Griffintown, avec des hauteurs de 8, voire de 20 étages. Plus les hauteurs permises sont élevées, plus il y a évidemment un contraste important avec le bâti ancien. Puis le contraste n'est pas tant un enjeu que l'accroche entre ces deux réalités, puis l'usage, si on peut dire qu'on continue d'en faire, particulièrement au rez-de-chaussée. Oui, j'allais ajouter ça. Vous voyez peut-être à travers ma fenêtre, j'ai une résidence de personnes âgées en face de chez moi. J'ai une grande fenêtre. Et au rez-de-chaussée, il y a justement la bibliothèque, la salle il y a plein d'activités. Les gens vont être dehors en belle saison, etc. Et ça change complètement l'idée qu'on peut se faire d'un bâtiment d'une certaine hauteur. Pas si haut que ça, mais... Et comme dit Jonathan, il n'y a pas juste la hauteur, il y a surtout la vie sur la rue qui est importante, là. Et ça doit compter autant que... Je passais devant le nouveau Radio-Canada l'autre jour, il y a une rue qui est complètement gâchée avec c'est vraiment, en tout cas, les abords, je sais que c'est Radio-Canada, c'est complexe, le nouveau Radio-Canada, mais il y a des entrées de stationnement, il y a, je veux dire, c'est des fenêtres qui sont déjà tellement sales qu'on se demande ce qui se passe derrière. Il ne doit pas avoir grand-chose, en tout cas, à part là, l'entrée, la façade sur l'avant. Là, il n'y a pas eu un grand... ça n'a rien à voir avec la hauteur. Là. À mon avis, c'est encore bien plus important ce qu'on vit au niveau de la rue, puis la continuité, puis la sympathie que le bâtiment va avoir pour les gens qui se promènent sur la rue que la hauteur. Il faut garder en mémoire aussi que, parce qu'on parle de spéculation, d'intérêt, souvent les bâtiments d'intérêt patrimonial se situent dans des sites d'intérêt. Et c'est ça qui crée l'attraction, finalement, de la spéculation, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter pour faire tirer un maximum de profit de l'intérêt du lieu. Mais est-ce que c'est toujours pertinent? Moi, je pense que pas tout le monde, non. Mais finalement, on pose toutes ces questions qui peuvent être discutées sur des thématiques assez très culturelles. Les échanges qu'on a, c'est beaucoup sur le sens, le message, la communication d'une génération à l'autre par des gestes qu'on pose aujourd'hui. Finalement, contemporain, il y a quelques années, dans une conférence qu'on offrait un cours avec les universités de McGill et de Montréal, un architecte américain est venu nous parler de la question des exigences du Secretary of the Interior d'une facture contemporaine des agrandissements sur les bâtiments reconnus au National Register. Et il disait, bon, il y a plein de règles qui sont étranges, considérant que, par exemple, la plupart des constructions aujourd'hui, on parlait à l'époque, mais je pense que ça s'applique encore aujourd'hui, ne sont pas des prix d'architecture. Ce sont des constructions, des McMansion, des Monster House, des trucs insignifiants, moches et tout. Et donc, qu'est-ce que le contemporain? Mais moi, ce que je dégage, surtout parce qu'on va devoir malheureusement terminer pour respecter notre horaire, ces notions qu'on reçoit ici, il y a plusieurs commentaires, questions, indépendamment des cas particuliers, c'est comment on aborde le territoire, le lieu, avec une lecture qui est peut-être plus... maintenant, elle est plus riche à cause des connaissances qu'on a accumulées. Ce n'est pas juste les matériaux. On est capable peut-être de se mettre au défi d'anticiper l'évolution du bâtiment sur ces 24 heures, pas juste sur le moment où le dessin existe ou qui correspond au dessin. La question des impacts, là, il y a un enjeu sur les aspects techniques, thermiques, l'empreinte écologique du bâtiment. Comment est-ce que ça va faire qu'on agrandit, qu'on adapte en harmonie, peu importe que ce soit contrasté ou
ou en continuité. J'ai l'impression que ça risque de... peut-être, ce serait bon qu'on poursuive ça pour éclairer le futur projet de ville de la Ville de Montréal et son plan d'urbanisme et les règlements qui vont venir, parce que s'il y a toujours cette discordance entre le cadre de développement auquel se rattache la spéculation, comme tu rappelais, Gilles, tantôt, et les intérêts autres, bien, finalement, on va avoir malheureusement des mauvais projets. Gilles, tu veux peut-être un mot de la fin? On fait le tour et on se laisse. Merci. Gilles, à toi. J'allais suggérer qu'on puisse continuer un peu, si c'était possible, parce qu'on a manqué un peu de... Ben, prenons-nous un 5-10 minutes de plus, là, OK? Ben oui, c'est dommage. Moi aussi, j'ai été coupée tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on va continuer. C'est ça. Bon, alors, mais au-delà de demander une extension, Gilles, une intervention. Qu'est-ce que tu penses des défis que posent les considérations sur l'empreinte écologique aujourd'hui pour le traitement d'un bâtiment existant qui peut, bon, si on parlait de la baie, il faut se rappeler que la baie a été agrandie à plusieurs reprises depuis les années 1890, donc c'est une séquence de bâtiments. Et alors, mais nonobstant le cas de la baie, beaucoup de bâtiments existants ont déjà connu plusieurs vies. Tu parlais du TNM, par exemple. Oui, oui. Quand on adresse la question écologique, on l'appelle nouvelle préoccupation, c'est pas si nouveau, mais ce que je veux dire, c'est que ça nous accompagne dans l'accomplissement de bâtiments. Par exemple, les règles sur la quantité de verre et les systèmes énergétiques du bâtiment finissent par avoir un impact sur l'apparence architecturale. Donc, encore une fois, créativité pour faire le mieux possible avec les règles qui nous sont imposées, mais en même temps, en parallèle, ça nous permet de créer des bâtiments qui sont mieux intégrés à leur environnement. Donc, à travers la créativité, on arrive à traduire ces règles-là d'une manière beaucoup plus positive. L'intégration de la végétation, l'intégration du paysage, les préoccupations humaines qui font partie des fameuses règles, de savoir comment est-ce qu'on a des environnements qui sont le plus adéquats et le plus intéressant possible pour leurs occupants. Tout ça sont des règles qui, à travers la créativité et l'intelligence, quand on le tâche et non pas l'application de règles banales, parce que dans le fond, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux aliments et par rapport à l'ensemble, quand on adresse certaines règles de manière créative, on arrive à composer quelque chose qui arrive à remplir plusieurs mandats en même temps, y compris d'être dans un bâtiment historique ou dans un contexte historique. On a une question. Je dois avouer ma très grande faute. Là, je trouve ça totalement haïssable, ces formules Zoom et tout ça. C'est très pratique. On est nombreux à assister, à envoyer des questions, mais je n'arrive pas à les saisir. Il y en a tellement, ça surgit sur mon écran. C'est affolant. Mais il y a une question d'un de nos panélistes du passé, lorsqu'on a eu justement un panel sur la question de l'éclairage. Et je reviens avec ça parce qu'effectivement, Gilles, tu rappelles la question les normes actuelles de matériaux, les exigences techniques induisent des choix matériels qui ont des conséquences sur l'apparence et plus que l'apparence, sur la participation des bâtiments à un environnement. Alors, Connor Sampson nous envoie une question. Si on avait une perspective à partager sur la notion de lumière en couleur dynamique ou plus subtilement la tonalité de blanc. Alors, vous voyez comment ça peut être très précis. Là, Connor, on le sait, c'est un spécialiste des éclairages, mais il évoque la question des lumières patrimoniales et comment on intervient sur un bâti existant qui devient un élément de paysage nocturne de la vie. De la ville. Est-ce que vous avez des expériences, des points de vue? Est-ce que les règles à Montréal, les différents comités là, qui constellent notre firmament municipal ont des considérations là-dessus? La commission Vigée, là, on a... Vas-y, Gilles. Ben moi, la grande question, je parlais d'amuseur public tout à l'heure, quand on vient juxtaposer, parce que pour moi, la lumière, c'est une matière, surtout en vie nocturne, bien sûr, mais quand on vient juxtaposer des lumières changeantes, colorées, quoi que ce soit, on vient sans s'en rendre naturel
beaucoup l'ensemble. Je connais, pour moi, l'éclairage architectural, ça devrait avant tout être un éclairage de mise en valeur dans une corrélation sobre et le plus constante possible. Parce que je ne crois pas que s'amuser comme ça avec la couleur, on peut trouver ça très sympathique dans le cas du festival et tout, mais ça vient absolument changer la perception du bâtiment. On disait tout à l'heure, on regarde un bâtiment, qu'est-ce qu'on voit? On voit des plafonds éclairés quand c'est vitré. Si on est devant un bâtiment de maçonnerie puis qu'on vient de l'éclairer par en dessous avec des lumières colorées changeantes, on vient encore une fois de dénaturer son identité, sa sobriété, d'une certaine façon. D'une certaine manière, je suis assez contre ce maquillage-là qu'on fait du bâtiment. Puis je prône en général, puis je travaille aussi avec Colin beaucoup, je prône en général une sobriété où la lumière devient une vraie matière, une matière de mise en valeur, et non pas un masque qu'on vient placer devant l'architecture. Mm-hmm. Effectivement, je pense que c'est une considération importante qui est peut-être sous-estimée. Hein? C'est un peu comme quand on présente un projet de paysage, il est toujours présenté en plein été, puis fait souvent fi de la saisonnalité. Bien souvent, quand on analyse des projets, notamment dans différentes formes de comités consultatifs, c'est très rare que l'aspect lumière, mise en lumière, éclairage est traité. Donc, je trouve que c'est une question qui est intéressante puis qui devrait faire peut-être un peu plus partie des demandes qu'on fait aux différents requérants pour considérer cet élément-là, pas juste comme un effet spectacle là, qui peut être plus ou moins apprécié, mais comme un élément vraiment de la conception même du projet. Est-ce que ça vaudrait la peine qu'on en fasse un chapitre ou une section dans les outils d'aménagement? Moi, je peux vous dire, quand j'étais sur mon CCU, là, dans mon quartier, on voyait très rarement la dimension lumineuse des bâtiments. Puis c'est fait des bâtiments qui étaient brillants sur papier sont transformés dans des plafonds qui vomissaient puis qui changeaient beaucoup le caractère d'un environnement qui sont peut-être hétérogènes, mais qui sont intéressants puis auxquels les gens peuvent s'attacher, tu sais, aussi. Et je trouve qu'on devrait aussi mettre en relation l'éclairage, la luminosité et l'usage et le voyeurisme aussi. Parce que finalement, on voit je trouve quand on se promène dans la ville, beaucoup de fenêtres fermées, de rideaux fermés. Oui, on a des grandes surfaces éclairées, mais tout le monde les ferme, puis ça devient... c'est dommage, là. Il n'y a plus cette espèce de relation intérieure-extérieure qui fait partie de l'urbanité puis de la culture de la ville. Bon. J'ai pas de rideau chez moi, Marie. Contribuer à l'urbanité. Et c'est au rez-de-chaussée. On a toutes sortes, effectivement, des questions sur la lumière. Il faudrait quasiment faire un autre volet là-dessus, mais je me demandais, par rapport à un projet qui a été fait il y a plusieurs années, qui a exploré l'idée d'une nouvelle façon de faire des agrandissements, des mises à jour, des transformations. Je pense au Centre de commerce mondial dans le Vieux-Montréal. C'est l'îlot Saint-Jacques, Saint-Pierre, Saint-Antoine et le Square Victoria, où on a choisi, plutôt que d'agrandir par un volume très lisible, on a choisi de faire pousser les bâtiments. Est-ce que c'est des formules qui ont bien vieilli, à votre avis? Est-ce que vous connaissez l'endroit? Je pense que oui, mais je pose la question. Ça a marqué beaucoup son époque. C'était une certaine façon d'approcher l'aménagement, la création de grands atriums intérieurs où les bâtiments s'ouvraient sur l'intérieur. C'est des valeurs qui ont un petit peu disparu, à mon avis, au profit de la ville. C'est-à-dire qu'on a tendance maintenant à éviter des concepts d'intériorité, d'espace intérieur habitable du type commercial au profit d'une présence urbaine beaucoup plus forte. Je ne commenterai pas le projet en particulier, mais je peux faire cette remarque-là. Ça me fait
peut constater qu'il y a eu une grande évolution dans l'approche en assez peu de temps, finalement, où ces concepts, on pense à Alcan, par exemple, sans le critiquer, c'est dans cette pensée, c'est-à-dire on vient créer un espace intérieur habitable et on vient garnir cet espace-là d'une architecture qui est en périphérie. On dirait qu'on est ailleurs avec ça. On aborde plus la question de l'interface avec la ville, l'interface avec la vie, et moins la création d'espaces intérieurs détachés de cette vie-là. Mm-hmm. Oui, je pense que c'est un projet quand même qui vieillit assez bien. Ce qui est intéressant de ce projet, c'est le nombre d'ouvertures puis de connexions puis de relations intérieures-extérieures. Donc, il n'y a pas juste une porte centrale. Il y en a plusieurs, notamment sur la rue Saint-Jacques. Donc, c'est comme si les anciens bâtiments sur rue ont continué aussi d'habiter et de faire ville, là. C'est peut-être un petit peu moins le cas sur la rue Saint-Antoine. Il y a peut-être moins d'entrées, mais c'est vraiment un projet qui s'est ajouté, incrusté, puis qui a généré finalement une nouvelle expérience urbaine intériorisée. Évidemment, institutionnalisée aussi, commerciale. Ce n'est pas un espace libre d'usage et d'action. Mais je pense qu'effectivement, c'est un projet de grande qualité qui a bien répondu à un enjeu puis un besoin et qui a bien considéré aussi l'existant là, dans la reconversion d'un îlot complet. Là. Merci. Marie, peut-être en conclusion, quelques observations? Sur ceci, bien, on a quand même, je trouve que surtout après la pandémie, on est en train de revoir beaucoup les espaces extérieurs et il va probablement avoir beaucoup plus d'accent mis sur l'usage des espaces et l'aménagement des espaces extérieurs qu'auparavant. Et je suis d'accord avec mes deux prédécesseurs, mais il reste qu'on a des villes d'hiver aussi, puis de temps en temps, avoir des lieux où on peut se promener, puis je pense à la ville intérieure, on peut se promener à l'intérieur, puis que cette ville reste vivante, là, comme le cas comment il s'appelle, le cas dont on vient de parler. Ça reste, Centre de commerce mondial. Le Centre de commerce mondial, c'est déambuler à travers ce corridor-là qui est plus intéressant que la plupart des centres commerciaux. Ça reste cette ruelle couverte. Il ne faudrait pas commencer à couvrir toutes les ruelles, mais ça reste une stratégie qui peut être intéressante dans certains cas, quoique on va avoir à miser beaucoup plus sur les ruelles. Puis je reviens à cette question des ruelles tantôt qu'on avait commencé à aborder. Il me semble que tous ces espaces secondaires dans la ville, on est en train de leur retrouver. Bien, c'était déjà commencé, mais on est en train de leur donner une utilisation beaucoup plus variée et de les revaloriser de plus en plus et par la nouvelle façon qu'ont les bâtiments de se réapproprier, je parle des bâtiments, mais aussi des gens, mais aussi cette nouvelle relation qu'ont les habitants des quartiers dans leur façon de vivre, dans leur maison. Là. Je ne dis pas seulement d'aller jouer dans la ruelle avec leurs enfants, mais je trouve que c'est quelque chose de très intéressant pour cette nouvelle façon d'intégrer les bâtiments au tissu urbain. Je pense qu'on va voir beaucoup de choses de plus en plus intéressantes, j'espère, dans les années à venir. Et ça donne l'occasion de projets intéressants qui ne sont pas géants ni gigantesques. Finalement, c'est une série d'interventions à plus petite échelle, comme on a eu, on se rappelle, dans les années 90, Sauvo Montréal a donné un prix pour ces petites interventions résidentielles. C'était presque des projets. Il y en a plusieurs autour du quartier qu'on appelle le Milex, mais aussi autour du marché Atwater, dans différents secteurs où des terrains étaient disponibles. Et ce sont sur le plateau aussi, dans Villeray, tout ça. Ce sont des duos de jeunes architectes avec un talent ou une intention de construire qui ont réalisé ces projets-là. Puis ça a donné finalement un ajout intéressant, parfois en contraste, mais jamais insultant pour l'environnement modeste de ces quartiers-là. Alors peut-être qu'il y a des leçons à tirer, puis
On a souvent tendance à mesurer les choses à la taille, mais des fois, c'est la justesse qui compte davantage. Alors, on va peut-être clore. Oui, qui? Jonathan? Gilles, c'est pas Gilles. Ma connexion avec la Lune, malheureusement, n'est pas très bonne. Ah, c'est là que vous m'entendez mieux, ça? Moi, je t'entends, vas-y. Le mot de la fin. J'allais juste dire, dans la mesure où ces petites interventions-là, on leur permet d'être créatifs. C'est-à-dire que l'application des règles, oui, mais naturellement en leur laissant toute la créativité possible, parce que c'est comme ça qu'on construit le patrimoine de demain, c'est-à-dire en saupoudrant ou en plaçant dans la ville des interventions qui sont des moteurs de changement, même très petits. Puis on l'a vu dans beaucoup de projets. Moi, je suis habite dans MyLex, puis on a vu apparaître toutes sortes de nouvelles interventions qui sont véritablement des moteurs qui attirent l'attention d'un nouveau public, qui font que les gens s'intéressent plus à l'architecture et parlent d'architecture. Donc, laisser cette créativité-là poindre et s'exprimer le plus possible à l'intérieur de la ville. OK. Et cela, pas uniquement au centre-ville. Au centre-ville, mais pas juste là. C'est ça qu'on comprend. Jonathan? Dématérialisation du espace public, à savoir qu'on l'étende à la grandeur de la ville au lieu de la limiter seulement au quartier des spectacles, au niveau des espaces publics et de l'intérêt qu'on porte à l'aménagement urbain. Oui, Jonathan? Je voulais juste compléter et conclure sur l'exemple du MyLex là, ou du quartier Marconi-Alexandra pour les intimes pour les puristes, oui. Et les locaux. Je pense que c'est un très bel exemple d'un quartier quand même assez bigarré, hein, qui a vraiment une histoire propre, rien de monumental hein, dans ce quartier-là, mais qui justement, par ces ajouts-là, a vraiment contribué à redéfinir l'identité du paysage urbain, au point d'en faire même une destination, presque un pèlerinage aussi pour voir des insertions d'architecture contemporaine tout à fait remarquables là, dans un milieu quand même dense et ancien. On va aux Pays-Bas, on va en Allemagne, on va en Scandinavie pour voir tous ces quartiers contemporains émerger. On n'a pas d'exemple à Montréal d'échelle de projets où il y a une succession de projets excellents et innovants et créatifs qui se succèdent. Puis le MyLex, c'est peut-être un de ces territoires-là qui nous donne espoir dans l'appréciation puis la volonté de se doter d'une architecture aussi contemporaine qui contribue au patrimoine urbain existant. OK. Rod, tu parles de ça et je trouve qu'on n'utilise pas beaucoup la couleur, il me semble, à Montréal, contrairement à l'architecture contemporaine de beaucoup de pays européens. Bien, il faut aller autour des Chopingus. Là, il y a des bâtiments qui ont été faits avec des insertions assez colorées en termes de les ferronneries. Tu sais, c'est pas... Je ne sais pas si on a besoin. On se rappelle du fameux débat avec le maire Drapeau sur le marchand de moto jaune là, au coin de René Lévesque, ou je ne sais pas, je pense que c'était encore Dorchester à l'époque et près de Saint-Hubert. Mais c'est vrai que la couleur, c'est une question. Mais tantôt, Jean Laberge parlait de la matérialité dans sa question, qui nous a amené à discuter du verre, maçonnerie, tout ça. Finalement, on se rend compte que les matériaux ne sont pas des éléments anodins. On sait qu'il y a un grand débat dans certains arrondissements sur le caractère geste contemporain de la brique noire anthracite. Ça devient quasiment une parole d'évangile, ce genre de choix de matériaux, mais ce n'est pas pour être caricatural, mais ça rappelle que des fois, les matières ont une sens et les couleurs peut-être aussi là-dedans, je ne sais pas trop. Enfin, écoutez, les amis, c'est pas que le sujet manque de dimension, il y en a énormément, mais j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être suggérer à l'auditoire qui est encore avec nous malgré ces dépassements et ces défis technologiques. On les remercie d'abord. Peut-être d'apporter un regard sur ces questions, mais en se promenant dans la ville.
on a l'impression que c'est uniquement concentré sur le centre-ville où effectivement il y a des enjeux très présents, mais à travers les échanges urbains, on a vu souvent Griffintown pointer du doigt, pas toujours pour les bonnes raisons. Là, maintenant, on vient de mettre en évidence un secteur qui est peut-être celui entre l'avenue du Parc et le marché Jean Talon, entre le parc Jarry et, disons, Bellechasse ou le viaduc, le réseau vert, tiens, pour se donner un repère contemporain aussi. Alors, peut-être c'est des acteurs à aller explorer, à examiner, puis débattre ensuite. On vous remercie pour cette participation à cette table ronde, toujours en format numérique. On a tellement hâte d'être en format authentique. On espère que le 5 mai, à l'occasion de la rencontre de l'échange urbain qui portera sur le Montréal autochtone, on aura cette chance. On ne le sait pas. Soyons prêts en tous les cas. C'est un rendez-vous. Et on remercie Jonathan Chat, on remercie Gilles Saucier et on remercie Marie Lessard pour leur contribution. On remercie également toute l'équipe du McCord et d'Héritage Montréal derrière cette organisation. Merci également pour vos questions qu'on n'a pas toutes pu aborder, mais qui ont été touchées d'une certaine façon. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.